Alors on a voulu parler de compétences parce que, si ce n'est un angle mort, souvent c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Quand on parle de l'avenir de l'agriculture, on parle souvent, ou on évoque les termes d'innovation, souvent sous un angle technologique. Mais ce faisant, on ne fait que repousser une des questions essentielles, c'est l'innovation, elle est maîtrisée par des personnes, des femmes et des hommes qui sont compétents pour le faire et qui se projettent dans l'avenir en voulant toujours améliorer leur métier. Donc la compétence pour nous, ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise le capital humain, est clé et assez souvent n'est pas assez mise en valeur quand on parle d'économie. Parce que l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est notre souhait à Agridé et notre volonté depuis toujours que les entrepreneurs agricoles soient maîtres de leur avenir. Voilà pourquoi, pour répondre à votre première question sur les compétences, pourquoi les compétences sont clés pour nous. L'objectif, évidemment, c'est d'être toujours plus innovant, meilleur, etc. Mais toujours avec un chef d'entreprise qui décide et que son sort ne soit pas décidé par d'autres. On est dans une entreprise économique également, hein, c'est clair. Il y a cette performance, que derrière ce qu'on recherche, c'est est-ce que j'ai tous les facteurs clés de succès. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des femmes à la conseil d'administration, c'est un facteur clé de succès également. J'ai beaucoup de femmes qui ont du mal à trouver des stages ou de l'apprentissage au milieu viticole chez nous. Donc voilà, s'il y a un travail à faire, je lance un pavé dans la mare. Et le constat est sans appel. Entre 2015 et 2020, il y a moins de 10% de femmes qui sont présentes dans les publicités agricoles. On a besoin de fruits et de légumes frais, on a besoin de développer des filières solides pour pouvoir répondre à cette consommation. Et bien sûr, alors, le faire de façon durable. Et c'est là toute la question, c'est quoi la durabilité et comment on permet aux agriculteurs et aux filières agro-industrielles de faire leur transition, parce que c'est ce qu'elles essaient de faire. Les influenceurs, ils ont une responsabilité quelque part, parce qu'ils sont des influenceurs. Hein, ils ont une double responsabilité, parce qu'il y a cette influence vis-à-vis des étudiants, des futurs agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui souvent changent parfois même leurs pratiques en les regardant. Et puis il y a aussi une influence vis-à-vis du grand public. Et ce lien au grand public, c'est cette façon de donner à montrer ces pratiques, c'est aussi un enjeu des transitions. Je vous propose de considérer que c'est un scénario qui est décroissant sur les volumes. Ça ne veut pas dire un scénario de décroissance économique, c'est ça qu'on essaye de construire avec vous. Et par ailleurs, ne considérez pas que la Farm to Fork est un scénario décroissant. Je trouve ça très dommage parce qu'en fait, c'est aussi, derrière le Green Deal, un pari sur la transformation. Et c'est ça qu'il faut essayer de construire dans le débat auquel nous invite Mme von der Leyen. Le chemin de progrès, donc du point A au point B, je pense qu'il y a quand même deux questions qu'il faut se poser. Un, c'est dans quel pas de temps ? Et puis deux, il faut quand même définir la soutenabilité. Parce que, je veux dire, on peut parler de tout ce qu'on veut, on peut élaborer des tas d'objectifs. Lorsque vous n'avez pas de pragmatisme et vous n'en calculez pas les impacts, je pense que les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture sont trop importants pour se jouer un petit peu aux apprentis sorciers. Et aujourd'hui, le discours d'opposé alimentaire et non alimentaire, il est complètement ridicule à l'échelle du bouclage des cycles. Parce qu'on est sur une planète finie, et à un moment donné, on doit continuer à produire de la biomasse dans un monde fini. Donc il faut avoir une approche systémique, complètement intégrante, et arrêter d'opposer les systèmes. On essaye de tirer toutes les conséquences de ce conflit, à commencer effectivement par se dire, bon, demain, si ça se poursuit, si ce conflit s'aggrave, sommes-nous en capacité de nourrir nos populations françaises, et j'allais dire plus globalement, quand on parle de souveraineté alimentaire,
j'aime le replacer dans une souveraineté alimentaire européenne, puisque nous avons la politique agricole commune et nous avons une approche intégrée au sein de l'Union européenne des questions alimentaires. Cette agriculture bas carbone, elle s'intègre à la fois dans cette dimension filière, et donc il peut y avoir des primes filières payées donc par la transformation aux agriculteurs pour payer plus cher en fait leur production parce qu'elles sont issues de pratiques vertueuses. C'est vraiment l'agriculture de conservation des sols qui semble être un peu au cœur des solutions, qui permet de répondre à beaucoup d'enjeux différents, donc en augmentant ce taux de matière organique dans les sols, qui permet à la fois de stocker davantage de carbone, mais aussi de rendre le sol plus résilient face à des épisodes de sécheresse ou d'inondation, voilà, qui répond à ce sujet de santé des sols vraiment beaucoup plus globalement. Donc c'est vraiment une mobilisation internationale, j'ai l'impression. Les États-Unis également sont assez mobilisés. La Commission veut introduire un étiquetage nutritionnel qui soit donc harmonisé au niveau du marché intérieur. Et malheureusement, la révision de ce règlement n'est pas arrivée, c'est en retard. Donc maintenant, j'entre dans la spéculation, puisque nous n'avons aucune idée de quand exactement cette révision du règlement va arriver. Est-ce que ça va arriver ? La simplification, oui. Juste pour vous donner un ordre de grandeur en termes de gouvernance, aujourd'hui on a 7 personnes dédiées dans mon équipe à la validation réglementaire des packaging, et à chaque fois qu'un élément change, on repasse le packaging dans les mains de ces personnes. Donc c'est vrai que la dématérialisation peut nous aider. Alors, je vous expliquais très bien tout à l'heure les différents niveaux d'étiquetage. La partie sécurité alimentaire, elle doit peut-être visible rapidement. Mon co-auteur de livre, c'est mon mari, Raoul Adamczak, et il est maraîcher bio. Nous pensons à lier les deux concepts de maraîcher biologique et la génétique, parce que pour nous, ce ne sont pas les idées différentes. Parce que les maraîchers bio, ils ont besoin des semences modernes. Et l'agriculture en général, ils ont besoin des pratiques bio. L'allocation gérance, c'est la possibilité, si vous voulez, de transmettre l'ensemble de l'entité de l'outil de travail, terre comprise, à un nouvel agriculteur qui souhaiterait s'essayer à l'agriculture, tout en n'achetant pas directement à la fois le foncier et, j'allais dire, les éléments constituant l'exploitation agricole. Si nous voulons résoudre l'équation de l'énergie en France, il va falloir qu'on trouve des solutions pour ces deux points. C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de grands projets qui vont contribuer au système énergétique, mais nous pouvons aussi avoir un grand nombre de projets peut-être de tailles différentes,
mais qui, eux, seront avant tout des outils agricoles et qui vont permettre, peut-être, de préserver, de protéger et d'améliorer la productivité ou les productions agricoles. Une réécriture de l'article L311-1 du Code rural semble aujourd'hui nécessaire pour prendre en compte ces nouveaux enjeux. Une simple insertion de la production d'énergie renouvelable en tant qu'activité agricole par détermination de la loi ne serait qu'un pansement temporaire. Il est aujourd'hui nécessaire de réfléchir à une définition qui prenne en compte la diversité des exploitations et le rôle des agriculteurs, lequel ne cesse d'évoluer. Ensuite, quelle collaboration entre le producteur agricole et le producteur solaire, car ils sont deux la plupart. Il faut, me semble-t-il, absolument de la flexibilité dans leur relation, au cas où les choses ne tournent pas comme prévu. Imaginez des pertes de rendement. Imaginez des panneaux qui finalement ne sont pas bien positionnés, pas bien pilotés. Il faut que les parties puissent, à travers des clauses de revoyure, rediscuter des termes du contrat, adapter ceux-ci, renégocier. Quand on vit en campagne et qu'on n'est pas agriculteur, on voudrait que rien ne change, que le paysage reste tel qu'il est. Alors que si on le laisse aller tel qu'il est, demain il n'y aura plus d'agriculteurs, il n'y aura plus de prairies, il n'y aura plus que de la broussaille. Donc il faut accepter que les choses évoluent et changent. Et donc je pense que dans une charte, il y a aussi cette dimension-là de clarification sur le partage de la valeur, d'intégration des politiques territoriales et des acteurs territoriaux pour porter ensemble des projets qui soient plus co-construits peut-être au départ, pour être finalement à la fin plus accepté par l'ensemble des acteurs. Ce bail amphithéotique, il vient un peu se superposer. Alors il peut y avoir un peu de friction, puisque c'est deux droits différents. D'un côté, on a le droit rural, de l'autre, on a le droit du commerce. Donc c'est un peu toute la question. Est-ce qu'on modifie le bail rural pour y intégrer l'agrivoltaïsme? Est-ce que l'agrivoltaïsme est considéré comme une activité agricole? Voilà, c'est un peu toutes ces questions et il n'y a pas vraiment encore de réponse.